Bonjour, je suis Nicolas Jaudoin, neurologue à l'unité des troubles du mouvement André Barbeau du CHUM. C'est avec plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur du programme Marcher sous la pluie, une série de conférences organisées par Parkinson Québec dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Le but de ce programme est de promouvoir le pouvoir d'agir des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Madame Julie Messier est professeure au département de kinésiologie de l'Université de Montréal et a effectué un doctorat en sciences neurologiques à l'Université de Montréal. Elle discutera des bénéfices spécifiques qu'apporte l'activité physique pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. J'espère que ces conférences sauront vous plaire et répondront à vos questions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien, bonjour, bon après-midi à tous. Alors, avant de débuter la conférence, je voudrais remercier les organisateurs des conférences Marcher sous la pluie de m'avoir invité à venir parler d'un sujet très actuel et je pense aussi un sujet très en ligne avec le slogan de Parkinson Québec, le pouvoir d'agir pour mieux vivre avec la maladie de Parkinson. Alors, je suis Julie Messier, je suis kinésiologue de formation, donc je suis une spécialiste de l'activité physique. Je vais donc vous parler d'activité physique, de comment optimiser l'activité physique quand on a la maladie de Parkinson. Alors, j'ai débuté par une formation en kinésiologie, puis très rapidement, je me suis intéressée au cerveau, au mouvement et par la suite, dans le cadre d'un doctorat puis d'un post-doctorat à l'Université de Montréal puis à Rutgers University au New Jersey, je me suis intéressée plus particulièrement à la maladie de Parkinson et aux troubles du mouvement dans la maladie de Parkinson. Donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment vous donner des conseils pour optimiser votre pratique d'activité physique. Puis là, vous m'entendez dire, elle veut nous donner des conseils, mais peut-être qu'il faut d'abord qu'elle nous convainque. Alors, c'est bien entendu mon objectif premier, vous convaincre, puis vous aider aussi à vous trouver des arguments pour adopter un style de vie physiquement actif pour mieux vivre avec la maladie de Parkinson. Je voudrais également, avant de débuter la présentation en tant que telle, remercier des collègues qui m'ont inspiré dans le cadre de la préparation de cette présentation-là. Les docteurs François Prince, c'est un biomécanicien, le docteur Jonathan Tremblay, un spécialiste en physiologie de l'exercice, une étudiante qui travaille avec moi dans mon laboratoire, Madame Vicky Morin, qui est kinésiologue spécialisée en activité physique, et ici Stéphanie Bergeron, kinésiologue doctorante en sciences de l'activité physique dans mon laboratoire. Je vais parler très brièvement de ses recherches un petit peu plus tard dans la présentation. Donc Stéphanie m'a fait de nombreuses suggestions pour cette présentation-là. Donc, mon premier objectif, c'était vraiment de vous présenter un plaidoyer en faveur de l'exercice. Un petit peu à la manière d'une avocate qui aurait préparé une plaidoirie pour vous convaincre vraiment de la valeur, de l'importance de faire de l'activité physique si vous avez la maladie de Parkinson. Et un petit peu comme c'est le cas pour les accidents de la route, parfois on veut vous convaincre en faisant peur. Je vais aussi essayer de vous rassurer en vous parlant de nombreux bénéfices, mais je voudrais d'abord et avant tout vous dire l'inactivité physique, c'est risqué. Alors, le fait de ne pas être physiquement actif comporte des risques. Je vais vous en parler plus spécifiquement par la suite. Je voudrais aussi vous dire que l'activité physique comporte de nombreux bénéfices. Des bénéfices généraux, mais aussi des bénéfices spécifiques si vous avez la maladie de Parkinson. Je veux vous convaincre vraiment que l'activité physique devrait vraiment être un partenaire de vie pour vous. Ensuite, je vais vous parler de l'activité physique et de la maladie de Parkinson. En 2016, que savons-nous réellement des bénéfices de l'exercice sur la maladie de Parkinson? Est-ce que c'est prouvé qu'il y a des bénéfices importants qui peuvent changer notre vie? Bien sûr, la réponse va être oui. Donc, tout d'abord, dans mon plaidoyer, je vous dis, voici des activités à haut risque. Tout le monde peut en faire. Vous en faites, j'en fais. On porte la pantoufle, on regarde la télévision, on s'assoit sur le sofa. Il y a toujours une question d'équilibre dans la vie. Si votre vie est bien remplie,
vous pratiquez avec intensité, avec très longue durée et grande fréquence ces activités à haut risque, vous vous exposez au risque de l'inactivité physique. Et l'inactivité physique augmente le risque de souffrir de plus de 25 conditions chroniques. C'est important à savoir. Parmi celles-ci figurent les suivantes: l'augmentation des maladies cardiovasculaires, ces fameuses maladies coronariennes qui sont les plus fréquentes, les accidents vasculaires cérébraux, une ischémie, un blocage de certaines artères, de certains vaisseaux du cerveau qui nuit à la qualité de vie éventuellement. Le diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète sucré ou l'hyperglycémie, l'hypertension artérielle, un facteur de risque également pour les maladies coronariennes, l'ostéoporose, la fragilisation des os. On va revenir sur cette question-là. Ça fait partie des difficultés qui peuvent apparaître avec le vieillissement, mais dont la probabilité est plus importante si on a la maladie de Parkinson, le cancer du sein et du côlon. Donc, des risques à l'inactivité physique. Voici, dans le cadre, encore une fois, de ce plaidoyer en faveur de l'exercice, un cercle vicieux auquel s'exposent les gens qui ont la maladie de Parkinson. Alors, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que la maladie de Parkinson est associée, et on le sait depuis très longtemps, à ce qu'on appelle des symptômes moteurs, comme les troubles de la marche, les instabilités posturales qui augmentent le risque de chute. Et, évidemment, les risques de chute ont des effets délétères, comme par exemple les fractures de la hanche ou du bassin. On sait depuis récemment, 5 à 10 ans, que dans la maladie de Parkinson, il y a aussi des symptômes non moteurs, qu'on peut souffrir par exemple de dépression. Parfois, la dépression peut même précéder les troubles du mouvement. On peut être plus apathique et on peut être exposé à un certain déclin cognitif. Et ces aspects-là, qui sont causés par la maladie de Parkinson, ont tendance à provoquer chez la personne un style de vie plus sédentaire. C'est des personnes qui sont souvent moins physiquement actives. Et là, ce qui va se produire, il va avoir des effets comme des complications, comme par exemple tous ceux qu'on vient de nommer, des maladies cardiovasculaires ou encore de l'ostéoporose. Mais le vrai cercle vicieux, la menace, je vous dirais, c'est ce qui est encadré ici en rouge sur la figure, c'est que si on adopte un mode de vie plus sédentaire, on est moins actif, ça va amplifier les symptômes de la maladie, aussi bien les symptômes moteurs, donc les troubles du mouvement, que les symptômes non moteurs. Donc en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous avez la maladie de Parkinson puis que vous êtes inactif, ça pourrait amplifier vos symptômes. Donc là, vous m'écoutez, vous dites, ouais, mais là, ce que ça va prendre, c'est une très, très grande motivation pour briser ce cercle vicieux-là et devenir physiquement actif parce qu'il est maintenant très clair et très établi aujourd'hui en 2016 dans la littérature que l'amélioration de la condition physique permet de mieux vivre avec la maladie de Parkinson et ça se traduit par une amélioration significative aussi bien des symptômes moteurs que des symptômes non moteurs, sans compter la très grande satisfaction et l'amélioration de la qualité de vie qui s'ensuit. Maintenant, quand on veut se motiver, on cherche des arguments. Et des arguments, il y en a de nombreux parce qu'il y a de nombreux bénéfices à adopter un style de vie actif. On va parler de l'amélioration de la cognition, qui est prouvée scientifiquement. Si on a des petites difficultés cognitives qui apparaissent avec l'âge, des petits problèmes de mémoire à court terme, d'organisation dans la vie de tous les jours, eh bien, l'activité physique a des effets significatifs. La prévention de la fragilisation osseuse, donc de l'ostéoporose, la prévention des maladies cardiovasculaires, la prévention de la dépression, des études très sérieuses qui montrent un impact positif de l'activité physique sur les symptômes dépressifs, l'amélioration du sommeil. Beaucoup des personnes atteintes de Parkinson vont souffrir de troubles du sommeil et je sais combien ça a un impact sur les journées. Je suis
plus jeune, j'ai pas la maladie de Parkinson, je dors pas toujours bien et Dieu sait que ça affecte mes journées. Je sais comment ça a un impact important. La diminution de la constipation, un des symptômes qui fait partie aussi de la maladie, la diminution de la fatigue et l'amélioration de la performance motrice. En général, on est plus efficace, on est moins fatigué. Si on aime faire la danse, on est plus précis dans nos mouvements aussi. Et je les ai mis en bleu, parce que ça, c'est des données très récentes qui auront besoin de plusieurs études encore. Mais chez l'animal, on commence à démontrer avec beaucoup de force et d'appui scientifique que l'activité physique pourrait même provoquer une amélioration de l'effet de la médication. Donc, une interaction positive, médication, activité physique, et aussi une optimisation du système dopaminergique. Or, on sait que dans la maladie de Parkinson, ce sont principalement les neurones qui utilisent la dopamine comme substance chimique pour communiquer entre elles, qui vont ultimement mourir. Alors, la question qu'il faut se poser pour adopter un style de vie plus actif, c'est quel bénéfice l'activité physique peut vous apporter à vous? C'est la question qu'il faut tous se poser. On retourne dans la liste et on dit, lesquels me concernent? Parce que je vais les utiliser. Ça devra devenir une source de motivation pour moi. Je vais faire ma propre liste à moi pour me motiver, pour trouver mes raisons d'entreprendre un style de vie actif pour briser ce cercle vicieux-là. Est-ce que c'est l'une des raisons ici ou il y a d'autres raisons personnelles? Vous avez un diagnostic, vous êtes à l'âge, près de la retraite, vous venez d'entreprendre votre retraite, vous êtes un grand voyageur, vous voulez continuer de voyager. Continuez avec votre conjointe de découvrir des nouveaux pays. Vous voulez avoir plus d'énergie pour le faire, ça peut être une bonne raison. Vous avez des enfants qui viennent tout juste d'avoir des enfants, vous voulez avoir l'énergie pour avoir du temps de qualité avec vos petits-enfants, ça peut être une autre raison. On fait sa liste, puis ensuite, on se concentre sur une deuxième liste. Quelles sont les barrières, les obstacles qui vous empêchent de commencer à faire de l'exercice ou d'en faire plus ou de continuer à faire de l'exercice? Est-ce que c'est une question d'horaire? Est-ce que vous avez trouvé l'activité qui vous intéresse le plus? Donc, c'est un important point de départ pour se motiver. Le deuxième point de départ très, très important quand on veut débuter un programme d'exercice, c'est de consulter un médecin. Tout simplement par mesure de sécurité. Vous êtes plus vieux, vous avez dépassé 60 ans, parfois, à côté du Parkinson, on a d'autres petits problèmes de santé. On veut que le médecin nous valide. Est-ce qu'il y aurait des petites restrictions, des choses à faire attention, moi, si je débute un programme d'activité physique? Donc, le médecin pourra vous renseigner. Le deuxième conseil que je pourrais vous dire, si ça vous intéresse, vous pourriez aussi consulter un spécialiste de l'activité physique, un kinésiologue. Cette personne-là va pouvoir évaluer votre condition physique à vous et construire un programme d'activité physique personnalisé, adapté à vos besoins, adapté à vos symptômes, qui pourrait correspondre à vos intérêts. Ça, c'est une personne qu'on peut consulter au début. On la rencontre, elle nous évalue, elle nous fait un programme, ça nous intéresse, elle nous montre comment faire. On peut la revoir à toutes les semaines, on peut la revoir aux 2 semaines, au mois, ou juste dans 3 mois, puis dire « Hey, cet exercice-là, là, je le fais plus. Ça ne marche plus, ça me fait mal, je ne le fais pas bien, ou il est trop facile, il ne m'intéresse plus. » On fait des modifications, ou « OK, moi, je suis rendu plus loin, là. Je veux que tu me fasses quelque chose qui a plus de challenge. » OK. Alors, la fréquence à laquelle on consulte cette personne-là, c'est nous qui le décidons. Mais soyez bien assurés que si vous décidez de consulter un kinésiologue, vous allez être bien protégé, avoir un programme personnalisé. C'est la kinésiologie, c'est une formation universitaire, il y a une fédération des kinésiologues, donc il y a un code d'éthique pour ces personnes-là. Mais si vous décidez que vous voulez le pratiquer seul, en groupe, avec des amis, sachez que le plus important, c'est d'être actif. C'est de trouver des façons d'adopter un mode de vie plus actif dans la vie de tous les jours, dans votre vie. Alors, la question qu'on se pose pour aller vers un mode de vie plus actif, c'est qu'est-ce que l'activité physique? C'est le sport d'excellence, faut-il être un athlète olympique ou faire de l'activité physique? Ça peut entrer dans nos activités de la vie de tous les jours. Bien entendu, je veux vous convaincre du deuxième. Alors, toute activité qui entraîne une dépense d'énergie. OK?
Alors, si vous, quand vous faites votre jardinage, vous dépensez une bonne dose d'énergie, bien, ça compte. Ça compte dans les bénéfices. Si vous faites la vaisselle debout, ça compte. Si vous faites du ménage avec de la musique, puis ça vous stimule, ça compte, ça s'accumule. Tous les petits 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes d'activité physique que vous faites dans votre journée s'accumulent et donnent des bénéfices. Si vous vous dites, mon objectif, c'est d'en faire 30 minutes aujourd'hui, puis vous en faites 3 fois 10 minutes, ça compte. Vous allez pouvoir toucher les bénéfices de l'activité physique. Une autre façon, vous êtes toujours au travail, trouvez des façons d'augmenter le volume d'activité physique en changeant votre petite routine. Aujourd'hui, au lieu d'envoyer un courriel à mon voisin ou d'envoyer un courriel à mon collègue au 2e étage, je marche, je monte les escaliers, je vais le voir. Donc, vous intégrez l'activité physique dans votre journée. C'est déjà dans votre horaire. Vous pouvez trouver une façon d'optimiser ça. En plus, vous pourriez décider, je vais troquer ma chaise de bureau. Comme ça, les heures d'écran que je passe, j'utilise comme ça un ballon suisse. Je travaille ma posture. Beaucoup de personnes atteintes de Parkinson ont des troubles de posture. Le fait que le ballon est légèrement instable, ça travaille les muscles stabilisateurs du tronc. On se ressaisit, on replace notre posture, on travaille ces muscles-là. On fait donc une certaine forme d'activité physique simultanément à notre travail. Donc, on intègre ça dans la vie de tous les jours. C'est plus facile, ça cadre dans notre horaire avant d'intégrer l'activité physique dans nos loisirs. Donc, dans la vie quotidienne, dans le travail, puis dans nos loisirs, on essaie de trouver des cases horaires pour augmenter le temps qu'on passe à faire de l'activité physique. Si vous décidez d'entreprendre un programme d'activité physique un peu plus structuré, moi, là, j'ai envie, aujourd'hui, entre telle heure et telle heure, je vais faire des exercices. Encore une fois, que ce soit avec un spécialiste ou que ce soit seul, voici certains conseils pour optimiser les bénéfices de l'exercice. Alors là, je vous donne un petit cours 101 d'activité physique. Si vous voulez là, que l'activité physique soit efficace d'un point de vue des bénéfices, qu'est-ce que vous pourriez faire? On parle de principes pour optimiser vos exercices. Un premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de surcharge. Il faut en demander un petit peu plus à notre corps. Vous vous dites, moi, j'en fais déjà, à tous les jours, je prends une marche de 30 minutes. Mais vous faites toujours le même trajet à la même vitesse. Votre corps s'est habitué. Le corps, il est paresseux. Quand il est habitué, il arrête de produire les adaptations nécessaires pour continuer de produire des bénéfices. Pour continuer à retirer des bénéfices, il faut pousser un petit peu plus la machine. Donc, le principe de surcharge, c'est imposer un stress physique, dans le sens d'en demander un petit peu plus grand que celui auquel le corps est habitué. Ça prend ça pour l'entraîner puis produire des bénéfices. Donc, ce que vous pourriez faire pour atteindre cet objectif-là, c'est ajuster la fréquence. On sort notre agenda. Moi, plutôt que d'en faire une fois, j'en fais 2 fois par jour. Vous pourriez augmenter ça, augmenter la fréquence d'un exercice que vous pratiquez, l'intensité et la durée. Donc, trouver une façon d'en faire un petit peu plus. Planifier la récupération pour permettre des adaptations, c'est extrêmement important. Un corps trop fatigué arrête de produire les adaptations nécessaires pour obtenir des bénéfices de l'exercice. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de progression. Le mot parle de lui-même, il faut y aller de façon graduelle. Augmenter progressivement la charge d'entraînement pour continuer de s'améliorer. Il faut toujours en demander un petit peu plus, mais de façon très graduelle pour que ça reste intéressant et sécuritaire et continuer d'obtenir des bénéfices. Attention de ne pas diminuer la qualité du mouvement ou la sécurité des exercices. Vous voulez en faire plus? Choisissez le même exercice. Si vous faites des mouvements de danse qui ont une certaine amplitude, gardez la même amplitude. Faites-le plus souvent, plus longtemps, mais n'essayez pas d'augmenter la fréquence en diminuant l'amplitude de votre mouvement. Gardez un mouvement de qualité. Principe pour optimiser vos exercices, la spécificité. On va en discuter plus en détail tantôt. Il existe plusieurs modalités. On sait qu'on peut travailler la modalité cardiovasculaire, quand nos fréquences cardiaques augmentent, la flexibilité, on peut travailler la force. Sachez que quand vous travaillez le cardiovasculaire, par exemple en faisant une marche rapide,
bien, ça n'améliore pas nécessairement votre flexibilité ni votre force. Tous ces aspects de l'activité physique sont importants et sont spécifiques. Si je travaille ma force, je n'améliore pas nécessairement mon cardiovasculaire. Donc, ça me prend un bon équilibre dans mon programme d'exercice, puis on va revenir à ces aspects-là. Donc, ça ne se transfère pas. Je travaille mon cardiovasculaire, je n'améliore pas nécessairement ma flexibilité. Donc, dans mon programme, il faudrait que je mette les deux si j'ai envie d'améliorer les deux. La réversibilité. Ça, je vous dirais, c'est peut-être la pilule la moins bonne à prendre dans notre histoire. Il y a de nombreux bénéfices, mais pour vivre ces bénéfices-là, il faut pratiquer régulièrement et il faut persister. Donc, réversibilité veut dire diminution progressive des améliorations quand l'entraînement cesse ou diminue. Quand on arrête, on perd les bénéfices. Puis le comble, c'est que c'est un petit peu, je ne sais pas si vous reconnaissez le serpent à échelle ici, hein? On travaille, 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Ce que ça veut dire, c'est que le retour à la condition physique initiale est plus rapide que la période nécessaire pour s'améliorer. Donc, vous êtes obligé d'être très, très motivé. Vous continuez parce que si vous arrêtez, non seulement vous perdez des gains et des bénéfices, mais vous les perdez plus vite que les efforts que vous avez mis à les gagner. Allez pas là-dedans. Continuez. Vous allez dire, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup plus facile à dire, mais on se sent tellement mieux et les bénéfices sont tellement importants qu'il faut maintenir notre motivation. Et le dernier principe, c'est l'individualité. Sachez que chaque personne est unique, donc un même niveau d'activité physique, un même exercice n'aura pas le même impact sur 2 personnes différentes. Bien entendu, la génétique va avoir une importance, l'âge va avoir une importance, mais le niveau de condition physique. Puis, les petites difficultés personnelles qu'on peut avoir sur d'autres. Moi, je suis plus sensible des genoux, moi, c'est le cou, moi, c'est le dos. Chacun a ses petites particularités. Puis, donc, l'exercice doit être bien adapté à la personne. Et évidemment, il est important de tenir compte le plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir, vous n'allez pas persister. Il faut trouver des activités qui nous intéressent vraiment. Alors, quelles sont les composantes d'une séance d'exercice? Bien, si on veut faire un petit programme d'exercice qui est optimal puis qui est sécuritaire, bien, il faut suivre une petite liste comme ça de composantes. La première chose, c'est de préparer son corps. On va parler de faire un échauffement pour préparer le corps à un effort physique. Donc, on va augmenter la température des muscles en les mobilisant tranquillement, progressivement. On va préparer les articulations à bouger. Quand on commence à bouger tranquillement, progressivement, il y a du liquide synovial qui va s'accumuler dans les articulations, qui va les lubrifier, qui nous prépare à bouger en toute sécurité. Si on commence rapidement avec beaucoup d'intensité, les risques de blessures sont plus élevés. Alors, on s'échauffe, puis on se prépare à bouger. Donc, augmenter graduellement l'intensité de l'échauffement, ça, c'est sur une période de 5 à 10 minutes. Ensuite de ça, il y a le corps de votre période d'activité physique. On va l'appeler l'entraînement. Même si on n'est pas des athlètes, on l'appelle l'entraînement. Travailler une ou plusieurs modalités. On va revenir sur les modalités, la flexibilité, le cardiovasculaire, la force. Donc, la durée va varier selon la condition physique de la personne, évidemment, le type d'activité physique que vous pratiquez et vos objectifs, les objectifs que vous voudriez atteindre en pratiquant l'activité physique. Et bien entendu, vous allez terminer par un retour à la condition initiale, un retour au calme, donc préparer aux activités subséquentes. Si vous avez fait, par exemple, un effort cardiovasculaire important, faire une activité qui ramène votre fréquence cardiaque au niveau initial tranquillement. Donc, pour éviter certains inconforts qui peuvent être associés à l'arrêt brusque. Hein? La pulsation est très forte, vous arrêtez subitement, on ne veut pas avoir une petite chute de pression associée. Donc, voilà, ça pourrait être des exercices de flexibilité, de respiration, de relaxation qui nous ramènent à notre état initial. Alors, voici ces fameuses modalités. Alors, on va parler d'exercice cardiovasculaire, exercice musculaire, exercice de flexibilité et exercice sensorimoteur. Je vous présente chacune d'elles, puis je vous parle des avantages pour la maladie de Parkinson. Alors, exercice cardiovasculaire, c'est
les exercices qui augmentent votre fréquence cardiaque, qui font battre votre cœur. Augmenter l'intensité. Ça, c'est une chose importante. Apprendre ses limites, apprendre à se connaître. Moi, là, quand je suis à une bonne intensité, en général, ce qu'on recommande, c'est une intensité modérée. Alors, quand vous êtes à une intensité modérée, par exemple, si vous faites une marche rapide, c'est au moment où vous commencez à avoir plus de difficultés. Hein? Vous racontez votre fin de semaine, vous êtes dans une discussion, vous avez de la difficulté à compléter vos phrases parce que vous commencez à être essoufflé. Vous avez plus de difficulté à parler. Puis habituellement, là, vous commencez à transpirer. Dans la maladie de Parkinson, une des particularités, c'est qu'il pourrait y avoir, pour certaines personnes, ça, c'est pas tout le monde, c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, un problème qu'on appelle de thermorégulation, une régulation de la température. Pour une même fréquence cardiaque, un même degré d'essoufflement, certaines personnes vont transpirer plus que moins. Apprenez à vous connaître. Moi, quand je suis à une intensité modérée, là, puis que je suis essoufflée, puis que je commence à avoir de la difficulté à parler parce que je monte une côte, je transpire à peu près de cette façon-là. Essayez d'établir cette relation-là pour vous connaître, pour savoir à quelle intensité vous êtes. Puis ceux-là qui en ont toujours fait, puis qui veulent en faire beaucoup, c'est juste une question de sensation. Respectez vos limites. Vous n'avez toujours fait, continuez d'en faire. Vous n'avez pas fait, vous voulez commencer, vous avez des bonnes intentions, allez-y graduellement, puis apprenez à sentir l'effet d'une activité en termes d'augmentation de l'essoufflement et de la transpiration. C'est une façon de mesurer l'intensité pour vous. Si vous êtes accompagné d'un kinésiologue, il pourra vous aider à prendre des mesures plus objectives de l'intensité, par exemple, de votre activité physique en termes de fréquence cardiaque. La recommandation de l'Agence de la santé publique du Canada, 30 minutes à intensité modérée. On est juste un petit peu essoufflé pour avoir de la difficulté à parler tous les jours. Et serait une recommandation pour expérimenter les bénéfices de l'exercice. Alors voilà, pour vous, prévention des maladies cardiovasculaires, un point important. Pour tout le monde en général, pour vous aussi si vous souffrez de Parkinson. Par rapport à la maladie de Parkinson, de façon plus spécifique, ce que la science connaît aujourd'hui, c'est des évidences très probantes à l'effet que l'activité physique va améliorer les petits problèmes cognitifs, les petits problèmes de mémoire à court terme, ou attentionnels, par exemple, améliorer les symptômes dépressifs, puis donner de l'énergie, diminuer la fatigue. Ça, c'est bien démontré. On peut compter là-dessus si on fait des exercices cardiovasculaires en particulier. Il existe aussi les exercices musculaires, ceux qui ont pour but de renforcer les muscles. Vous êtes plus fort, vous avez plus d'endurance musculaire pour faire un trajet plus long qui implique, par exemple, des pentes si vous allez prendre une marche en forêt. Augmentez la charge, le nombre de répétitions. Voyez le titre, contractez vos muscles de façon répétée. Si on les contracte de façon répétée, on augmente la force et l'endurance musculaire. Ce qui est recommandé, là, de façon générale, on parle, vous allez faire 3 fois un exercice, okay, que vous allez répéter de 8 à 12 fois. Autrement dit, 3 séries de 8 à 12 fois. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des petits poids comme ça, de 3 livres spécialisés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gymnase chez vous, d'avoir un équipement spécialisé. Allez-y. Moi, j'ai des tonnes de tomates étuvées dans mon garde-manger. J'ai des petits pois le sieur. Vous pouvez y aller avec une conserve. Vous pouvez travailler avec quelque chose qui augmente la résistance ou tout simplement vos membres contre la gravité. Vous pourriez faire certains mouvements. Si, par exemple, vous choisissez les petits pois, puis vous faites un exercice comme celui-là, très simple, vous appuyez votre bras contre votre corps, il y a seulement une articulation qui marche. Puis là, vous avez votre canne de petits pois comme ça. Si vous êtes rendu à 50 répétitions, vous n'êtes pas entre l'étendue de 8 à 12 optimale. C'est trop facile. Allez-y pour la conserve de tomates étuvées, là. Le 796 ml. Elle est un petit peu plus grosse, un petit peu plus lourde. Puis là, rendu à 12, vous commencez à sentir une petite fatigue musculaire. Vous êtes en train de travailler votre force, puis votre endurance. Vous allez à 12 et plus, à 20, vous travaillez plus votre endurance. Vous êtes plus au niveau de 8, 6 répétitions, vous travaillez un petit peu plus en force. Quand on travaille en force, on prend une plus grande charge, on fait moins de répétitions. Quand on travaille en endurance, on choisit une plus petite charge, on la répète plus souvent. C'est plus avantageux. On travaille de l'endurance
musculaire. C'est plus ça qu'on recherche. Ça va être important pour, entre autres, les troubles de l'équilibre. On va y revenir. Donc voilà, ça va dépendre de la durée totale de votre petit entraînement ou de la complexité de l'exercice. Ça, c'était simple. Mais si, oups, je décolle mon coude, ah bien là, j'ai plus qu'une articulation. Hein, ça va être un petit peu plus lourd de faire un mouvement contre la gravité ou avec une résistance. Est-ce que je vais changer de plan de mouvement? De quelle façon je vais faire mes exercices? Plus il est compliqué, plus on peut réduire comme ça la charge. 2 à 3 fois par semaine sur des journées non consécutives. On veut récupérer. Des fois, quand on travaille en force, on a des petites douleurs. C'est normal. Si elles persistent plus que 3 à 5 jours, c'est anormal. On a peut-être une petite blessure. Sinon, là, c'est juste le bon mal, là, quand on a fait de l'exercice. J'ai un petit peu mal. On se donne du temps pour récupérer. On essaie de faire les exercices de musculation des journées non consécutives pour pouvoir se donner une chance de récupérer. Alors voilà, d'un point de vue de la maladie de Parkinson, prévention de la masse musculaire avec l'âge et la sédentarité qui peut s'installer avec la maladie de Parkinson, il y a ce qu'on appelle la sarcopénie, une perte de masse musculaire. Ça nous enlève de la force pour l'équilibre, pour les activités qui nous intéressent. Densité osseuse, ostéoporose. Ces exercices musculaires-là en particulier vont avoir un impact positif sur la prévention de l'ostéoporose. Amélioration, maintien de la posture, mais aussi l'équilibre, la stabilité posturale, peu importe les activités que vous pratiquez, et la mobilité en général. Et évidemment, la conséquence, c'est la prévention des chutes, qui est très importante. Étirez-vous en douceur, nos fameux exercices de flexibilité ou de souplesse. Alors, étirement statique. Je peux, par exemple, étirer comme ça. J'allonge mon muscle sans le bouger. Je fais juste maintenir un étirement de 10 à 30 secondes. Je peux faire ça. Ou je peux faire des étirements dynamiques comme dans l'image. Je fais un grand mouvement, comme par exemple, ça pourrait être le gars en tai chi, en yoga, j'étire, puis ensuite je maintiens 2-3 fois par semaine qu'on recommande de faire des exercices comme ça de souplesse. Donc, des mouvements de grande amplitude qu'on mène à une grande amplitude et qu'on maintient. Donc, cette fois-ci, l'exercice de flexibilité est intégré au mouvement. Dans la maladie de Parkinson, ces exercices spécifiques de flexibilité nous permettent de vaincre la rigidité. Certaines personnes qui ont le Parkinson plus que d'autres vont avoir une certaine rigidité musculaire, donc une résistance à l'étirement. Hein? Le neurologue va tester ça en clinique. Des fois, ça nous embête, on a l'impression que tout nous demande plus d'efforts. Accroître l'amplitude des mouvements, favoriser l'exécution de certaines activités, attacher ses souliers, toutes sortes d'activités qui nous demandent de s'étirer avec plus de souplesse. Ça va mieux se faire et ça va nous protéger contre les blessures. Maintenant, les exercices sensorimoteurs, je ne vous cacherai pas, c'est mes préférés. Souvent, c'est ceux-là qui sont le plus intégrés dans les activités de loisirs qui nous procurent le plus de plaisir. Je parle de motricité globale, celle qui sollicite d'abord tout le corps, les membres supérieurs, les membres inférieurs. On va parler, par exemple, de natation. Notez ici, c'est écrit « Contractez vos muscles de façon alternée et synchronisée ». Vous avez peut-être remarqué, dans certaines activités, pour être efficace, il faut le faire de façon alternée. Si je fais de la natation, comme sur l'image, comme ça, ou si je nage le crawl, je suis alternée. Si je marche, je suis alternée. Dans d'autres activités, je pourrais être synchronisée. Par exemple, en ski de fond, quand j'avance comme ça, mes membres sont synchronisés. À la danse, parfois, je fais quelque chose de symétrique. Le côté droit du corps fait la même chose que le côté gauche du corps en même temps. Donc, tout ça va entraîner d'une certaine façon la coordination. Alors, varier l'amplitude et la vitesse de ces mouvements-là, que ce soit la natation, je donne des exemples, que ce soit la boxe alternée, je sais qu'il y a de la boxe pour les gens atteints de Parkinson sous forme d'entraînement, il y a de la danse, il y en a qui adorent le tango, la musique, on se synchronise sur la musique, on synchronise nos mouvements, ça peut être un élément de motivation, le tai chi,
toutes ces activités-là sont une source de motivation et vont également travailler la motivation, la coordination, je vais y revenir. Ça peut être également la motricité fine, on veut travailler sa dextérité. Certains ont plus de difficultés, par exemple, à boutonner leur chemise. Donc, encore, on va varier l'amplitude, la vitesse des mouvements. Mais cette fois-ci, la motricité fine. Ça peut être le tricot, la menuiserie, le piano, la peinture, n'importe quoi qui mobilise plus les extrémités va travailler cette forme de coordination-là. Encore une recommandation de 20 à 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Ce sont les recommandations de l'American College of Sports Medicine. Alors, à ce stade-ci, ce que je vais vous demander, c'est de tout le monde fermer les yeux. On ferme les yeux. Je vous regarde, je vois s'il y a des yeux ouverts. On ferme les yeux, tout le monde, puis je vais vous demander, une fois les yeux fermés, de vous concentrer sur la position de vos segments. Comment vous êtes assis? Est-ce que vos 2 pieds sont à plat au sol? Est-ce que vos pieds sont croisés? Est-ce que vous sentez les points d'appui sous la chaise? Est-ce que vos épaules sont droites? Est-ce que votre dos est droit ou incliné sur la chaise? Est-ce que votre tête est droite au-dessus de vos épaules? C'est incroyable comment, que sans la vision, on connaît la position puis les déplacements de nos segments. Peut-être aussi que pendant que je vous parle, les yeux fermés, vous vous grattez, peut-être que vous réajustez votre posture. Vous n'avez pas besoin de vision pour faire ça. Ça procure énormément d'informations. Donc, ces informations-là de position, de posture, de mouvement, ils nous viennent d'une source d'information qui s'appelle la proprioception. La perception qui est propre au corps, sans la vision. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Il y en a qui écoutent peut-être trop bien mes consignes. Écoutez les consignes d'une fille distraite qui oublie de vous réveiller. Là. Je suis là, vous pouvez ouvrir vos yeux. Alors moi, je vais emprunter les paroles de Antoine de Saint-Exupéry et je vais vous dire, l'essentiel est invisible pour les yeux. Parce que ces informations-là, une source d'informations sensorielles qui sont la proprioception, ces sensations de position et de mouvement sont absolument capitales. Alors, un aspect capital pour l'efficacité des mouvements de la vie de tous les jours est invisible. Et ce sont ces informations proprioceptives-là qui m'intéressent tout particulièrement dans ma vie de professeur et de chercheur à l'Université de Montréal. Alors voilà, la proprioception, les sensations de position et de déplacement sans la vision. On est capable de faire de nombreuses choses dans la vision. Il suffit de connaître un aveugle pour voir comment il peut se déplacer dans la ville de Montréal, comment il peut marcher sur un terrain escarpé ou même pratiquer certaines activités sportives pour comprendre que, oui, la vision est très importante, mais la proprioception prend une grande place dans notre vie. Ici, on a mis des exemples de conduite automobile. On s'entend. Vous ne donneriez pas vos clés d'auto à quelqu'un qui ne voit pas. La vision est très importante, mais on sous-estime ces informations invisibles que sont les informations proprioceptives. Parce que quand votre regard est dirigé vers l'avant, votre attention visuelle, donc, est dirigée vers l'avant, vos mains, elles savent où elles sont. Elles savent ce qu'elles font. Ça serait bien malheureux qu'à chaque fois que vous auriez un virage à produire, vous devriez regarder vos mains. Ça serait encore plus dramatique si vous aviez à regarder vos pieds pour savoir où est l'accélérateur, le frein, pour trouver la bonne force pour appuyer sur la pédale de l'accélérateur et du frein pour conduire. Non, non, vous savez où est votre jambe, où est votre pied, où sont les pédales. Vous connaissez ces distances-là, vous êtes très, très efficace. Ça met en relief l'importance des informations proprioceptives qui font bien plus, en fait, que nous aider à conduire une automobile. Mais on s'entend, les conséquences sont assez graves si on est en perte. Et ce que nous savons au cours des dernières années, grâce à certaines études, dont des études menées dans mon laboratoire, c'est que ces sensations-là proprioceptives peuvent diminuer en précision dans le contexte du vieillissement normal, mais encore plus dans le contexte de la maladie de Parkinson chez certaines personnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'entraîne. Et la meilleure nouvelle, c'est que Stéphanie Bergeron, qui est dans mon laboratoire, qui est doctorante sur ce projet spécifique-là, vient de terminer un programme d'entraînement de 12 semaines, 3 fois par semaine, 1 heure, avec des gens qui avaient une perte d'acuité proprioceptive. Et elle démontre qu'après 12 semaines à 3 fois par semaine, il y a des améliorations significatives des sensations proprioceptives qu'elle a mesurées. Mais
De surcroît, elle démontre que la proprioception se normalise. Elle revient au même niveau qu'une personne en santé suite à un programme d'entraînement. Il reste beaucoup à faire sur cette question-là, mais on en sait suffisamment pour savoir que ça doit être intégré au programme d'activité physique dédié aux personnes atteintes de Parkinson. C'est une importante composante qu'on devra intégrer dans les années à venir. Alors, voici des exemples d'exercices. Peut-être qu'on ne voit pas tout à fait clair, mais c'est vraiment des exercices qu'on va d'abord exécuter les yeux ouverts, puis ensuite les yeux fermés. Ça peut être un exercice comme ça, ça peut être des exercices de synchronisation. On se fait des repères, hein? On allonge les bras à la hauteur des épaules, on amène les bras en haut, on descend à la même vitesse, les bras devant soi. Sentir les positions et les mouvements de nos segments dans l'espace. Donc, se concentrer sur les sensations de position et de déplacement. On fait des exercices, puis on met une emphase sur ça, puis ça se trouve à entraîner, en fait, la proprioception. Alors, c'est ce que Stéphanie a fait avec plusieurs personnes qui avaient des difficultés spécifiques à ce niveau-là et qui avaient la maladie de Parkinson. Donc, ça fait partie des exercices sensorimoteurs. Alors, ça permet d'améliorer la précision des mouvements. Hein? Si on sait où on est, y en a-tu qui tricotent, qui jouent du piano? Vous regardez la partition, vous savez où sont vos doigts. Il y en a qui tricotent en écoutant la télévision, on ne regarde pas nos mains. Même chose pour la conduite, à chaque instant. Mais si la précision diminue, ouch! Je venais de me piquer, pour clarifier. Je venais de me piquer avec mes baguettes à tricot. Alors voilà, c'est des informations importantes pour coordonner les mouvements, que ce soit dans la motricité fine ou dans la motricité globale, la danse, la natation, toutes ces activités-là, ou la menuiserie. Donc, ça va contribuer à plusieurs aspects de la coordination. On se dit, la coordination, c'est quoi? On peut parler de coordination intramembre. Ici, c'est mon membre supérieur, c'est mon bras. Mais quand je veux atteindre ma tasse de café, finalement, si je l'atteins de façon précise et efficace, c'est parce que j'ai la bonne quantité de mouvement au niveau de mon bras, de mon avant-bras, de mon poignet et de ma main. C'est tout dans le même membre. Mais tous mes segments font un mouvement précis pour que je puisse atteindre mon verre d'eau. On peut parler de coordination intermembre. Pour nager, avoir une propulsion efficace, je dois avoir une bonne coordination intermembre. Même chose pour ski de fond, pour avancer, par exemple. Même chose dans toutes les activités, même du travail, que ce soit avec le marteau ou en n'importe quelle activité de menuiserie. Ensuite, on parle de séquence d'actions motrices, enchaîner des actions. C'est souvent, dans la littérature, c'est quelque chose qui est difficile pour les gens atteints de Parkinson. Si, par exemple, je marche, puis que je veux ramasser, saisir un objet qui est par terre, la personne atteinte de Parkinson pourrait avoir tendance à s'arrêter, s'agenouiller et saisir l'objet. Mais on peut s'entraîner à ça. On peut être plus efficace. Je marche pendant que je me penche, j'ouvre ma main pour saisir, je saisis, je n'ai pas besoin d'arrêter de marcher, je le ramasse. Enchaîner des activités. On le fait dans la danse aussi. Il y a toujours des enchaînements. On fait un mouvement pour se préparer au prochain mouvement. Alors, c'est un autre aspect important de la coordination motrice. J'arrive à la fin, puis j'ai envie de vous dire, optez pour la variété. Pour plusieurs raisons. Opter pour la variété, ça permet d'entraîner chacune des aptitudes physiques. En variant les activités qu'on fait. Moi, aujourd'hui, là, j'ai envie de marcher, j'ai envie de faire du vélo. Tiens, c'est la composante cardiovasculaire que je vais travailler plus aujourd'hui. Demain, j'ai prévu faire autre chose, ça va entraîner plus la flexibilité ou ça va plus entraîner l'aspect musculaire. Alors, en variant les activités qui nous intéressent, dans notre semaine, on réussit à entraîner chacune des modalités que sont la modalité cardiovasculaire, la flexibilité, la force et les exercices sensorimoteurs. Mais si là, vous êtes passionné de danse, de boxe, y a-t-il quelqu'un qui veut me donner un exemple? Y a-t-il quelqu'un qui a une activité qu'il préfère par-dessus tout? Vous avez un grand sourire, c'est parce que vous avez un exemple? Je n'ai pas de Parkinson. Ah, même si vous ne l'avez pas? Moi, je fais du karaté. Du quoi? Du karaté. Wow! Alors voilà, le karaté. On prend un exemple. Bien, le karaté, là, si c'est ça que vous passionne, puis vous n'avez pas le goût de faire beaucoup d'autres types d'activités, vous pourriez dire,
Bien, aujourd'hui, là, moi, j'essaie à travers ma séance de karaté de faire une période plus intense où je suis essoufflée, je travaille mon cardiovasculaire. Je peux trouver une façon de répéter des mouvements pour travailler plus la force. Je vais travailler en amplitude, je vais travailler ma flexibilité. Il y a certaines activités comme le karaté ou la danse qui se prêtent très bien à toucher toutes les modalités. Mais si on le sait d'avance qu'on veut toucher toutes les modalités, on peut modifier sa séance pour toucher toutes ces modalités-là. Alors, à travers une même activité. Alors, on peut faire ça aussi. Mais de varier nos activités, ça peut être une façon de garder notre motivation puis de toucher toutes ces modalités-là. Donc, ça rend le programme plus attrayant, ça favorise le maintien d'habitudes de vie physiquement actives. Alors voilà, en conclusion, vous ne pouvez pas vous tromper si vous, autrement dit, si vous suivez ces conseils d'optimisation-là que je vous ai donnés aujourd'hui, puis qui vont être accessibles par la suite sur DVD, si vous suivez ces conseils-là, si vous écoutez votre corps, je suis essoufflée, est-ce que je transpire, est-ce que je respecte mes limites? Si vous vous amusez, bien voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, vous allez expérimenter les bénéfices, les grands bénéfices de l'activité physique. Si vous êtes déjà physiquement actif, je vous dis, félicitez pour ce que vous faites pour rester sain de corps et d'esprit. Si vous ne l'êtes pas, la littérature démontre très bien qu'on peut commencer quand on veut et expérimenter les bénéfices. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors, jamais trop tard pour adopter un style de vie physiquement actif. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et soucis en regard de l'activité physique. Je vous remercie pour votre écoute. Oui. Oui. C'est quoi les symptômes qui vont apparaître? Qu'est-ce qui va me dire que j'en fais trop? J'aurais une réponse pour vous. Mais est-ce que je peux reléguer la parole? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce qu'on peut faire trop d'exercices? Est-ce qu'on peut faire trop d'exercices? C'est quoi les signes? Oui, on peut en faire trop. Puis on expérimente moins bien les bénéfices. Puis j'imagine que les signes précurseurs, là, ça vous fait mal, vous n'êtes pas à l'aise? Arrêtez. À force de se connaître, on apprend à faire la différence entre la petite douleur associée à « je fais un effort » à la douleur excessive de « je suis en train de me blesser ». T'aurais-tu envie d'ajouter quelque chose? La fatigue. Oui. Viens à côté de moi. Viens à côté de moi. Elle, c'est une experte. Hein? C'est une experte en activité physique et Parkinson. Elle travaille avec moi. Elle vient de terminer un programme. Donc, quand vous avez des questions, ça se peut que je lui demande de compléter. Elle a toujours des bonnes idées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Si on fait partie d'un groupe d'exercices général avec des gens qui ne sont pas nécessairement atteints de la maladie de Parkinson, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité à prendre pour faire de l'exercice de façon sécuritaire? Bien, tout le monde peut faire de l'exercice ensemble. Hein? Les bénéfices sont pour tout le monde. Mais si vous y allez avec votre conjointe qui n'a pas le Parkinson, bien, ça donne peut-être des possibilités additionnelles. C'est évident, hein? Vous arrivez, vous êtes dans une tenue confortable, des souliers, mais vous voulez faire un exercice d'étirement, puis il n'y a pas, par exemple, tout le matériel, vous vouliez vous appuyer, bien, vous pouvez choisir de vous appuyer avec la personne. D'un point de vue de la stabilité, vous voudriez, moi je tente ma chance aujourd'hui, là. J'exagère, je suis de bonne humeur, je me lève une patte en l'air, bien, il y a peut-être quelqu'un pour assurer la sécurité à côté. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est sûr que d'un point de vue de la sécurité, c'est toujours mieux de ne pas être seul, c'est certain. Mais vous vous connaissez, vous allez respecter vos limites pour profiter de l'exercice en toute sécurité. Oui. Est-ce qu'il y a des moments plus propices à pratiquer l'exercice en lien avec la médication? Oui, c'est
C'est une excellente question. Est-ce qu'il y a des moments propices pour faire de l'activité physique? Et j'avais 45 minutes, il y a tellement de choses que je voulais vous dire. Il y en a. La plupart des personnes, il faut apprendre à se connaître, ont des bénéfices de la nuit. Ils se sentent bien après la nuit, le matin. Parfois, 1 heure après avoir pris la médication, quand la médication est à son effet optimal, si vous vous sentez bien, c'est un excellent moment pour faire de l'exercice. Puis il y a ça, c'est une donnée générale, mais on est tous des early birds ou des late performers. Si vous, là, vous êtes une personne, vous êtes mieux le soir, là, allez-y pour le soir. C'est vous qui le savez à la fin. Mais en général, quand on a la maladie de Parkinson, cette période de repos qui est la nuit nous aide à recharger nos batteries. Puis 1 heure après la médication, son effet est optimal. C'est excellent pour faire de l'activité physique puis avoir un bon niveau d'énergie. Est-ce que tous les kinésiologues sont spécialisés pour les gens qui font le Parkinson? Vous m'enlevez les mots de la bouche qui ne sont pas sortis. Absolument. Ils ont tous une formation de base. Ils connaissent la maladie de Parkinson. En tout cas, à l'Université de Montréal, c'est moi qui leur donne les cours. Par contre, je vous dirais que de plus en plus aujourd'hui, il y a certains kinésiologues qui s'intéressent tout particulièrement à la maladie de Parkinson, comme Stéphanie, comme Vicky Morin, qui vont pousser, qui vont soit aller faire des stages spécifiquement avec des gens atteints de Parkinson ou qui vont poursuivre à la maîtrise parce qu'ils trouvent qu'ils veulent aller en chercher plus pour être plus spécialisés. Bien, je vous dirais que c'est des personnes idéales qu'il faut poser des questions. Si on décide de contacter un kinésiologue, on peut aller sur le site de la Fédération, il faut poser des questions. Avez-vous déjà travaillé avec des gens? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Parce qu'il y a des gens qui ont plus de ressources, qui ont suivi plus de cours, qui sont en contact avec des personnes, effectivement. Mais ça, c'est dans tout. Ça va être la même chose pour votre physiothérapeute, votre ergo. C'est la même chose, hein? Vous allez voir un neurologue, il est spécialisé, puis certains neurologues sont spécialisés dans la maladie de Parkinson. Alors, effectivement, il y a des kinésiologues qui sont tout particulièrement intéressés par les maladies neurologiques et qui sont prêts à travailler beaucoup plus efficacement avec des gens qui ont le Parkinson. Oui. Je vous remercie. Je vais t'ajouter quelque chose? Bien! C'est bien. Merci.